Le spectacle aura lieu à 400 km au-dessus de la Terre. Sophie Adno s'apprête à sauter dans le vide, harnachée à la Station spatiale internationale. L'astronaute française effectuera une mission extravéhiculaire de plus de 6 heures. Eugénie Meyer. Son scaphandre est prêt. Il a été vérifié minutieusement et parfaitement adapté à Sophie Adno, comme on le voit sur ces images postées sur les réseaux sociaux de l'astronaute, qui s'apprête aujourd'hui à s'élancer dans l'espace. Je suis prête. Cet après-midi, à 14h30 heure de Paris, la Française effectuera sa première sortie extravéhiculaire. 6h30 au-dessus du vide, à 400 km de la Terre. Et le Graal de tous les astronautes, c'est sur ma liste de rêves. Sophie Adno et son collègue américain Anil Menon seront chargés de réparer une antenne utilisée par la station internationale pour communiquer avec la Terre. Ils seront aidés par un bras robotique piloté depuis l'intérieur de la station. Une expérience hors du commun pour laquelle l'astronaute s'est entraînée sans relâche. Sophie Adno, 43 ans, est la première femme française à sortir dans l'espace. Voilà, un mélange de concentration et d'exaltation, on l'imagine, pour Sophie Adno à l'heure qu'il est. Hervé Stévenin, bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes instructeur au centre d'entraînement des astronautes européens, responsable du programme d'entraînement de l'ESA pour les sorties extravéhiculaires en Europe. D'abord, dites-nous en plus sur le programme qui attend Sophie Adno. Bonjour à tous. Donc Sophie et son collègue Anil Menon vont devoir remplacer une antenne défectueuse, une antenne qui sert à la communication entre la station et le sol à haut débit. Cette antenne a un problème d'orientation. Par chance, on a une antenne de rechange qui est déjà installée à proximité sur la station. Et leur travail va consister à démonter cette antenne et la remplacer par la nouvelle et stocker l'antenne qui a un problème. Et donc ça va durer plusieurs heures. Ça a duré plusieurs heures parce que l'antenne est assez grosse, elle est énorme, hein, elle fait quand même 1,80 m de haut, le disque de l'antenne, le réflecteur parabolique fait 1,80 m de diamètre, 90 kg de masse, et puis le déplacement de l'antenne va se faire à l'aide du bras robotique canadien sur lequel sera attaché Anil par les pieds et il transportera l'antenne d'une zone de travail à l'autre, tandis que Sophie devra se déplacer le long de la structure entre les zones de travail en faisant des allers-retours entre ces zones. Pourquoi est-ce que c'est Sophie Adno qui a été choisie pour effectuer le plus gros du travail, on imagine ? C'est pas le plus gros du travail, c'est une partie du travail qui est importante à faire. Les charges sont partagées entre les deux. C'est aussi moins impressionnant de se déplacer pour une première sortie extravéhiculaire le long de la structure plutôt que d'être accroché par les pieds au bras robotique. Mais Sophie s'est préparée avec son collègue. C'est la façon dont ils ont préparé les choses et donc on suit la chorégraphie qui a été définie à l'entraînement. Alors, on me dit que les images de la NASA viennent de commencer, les images en direct. Voilà, Sophie Adno, là, qui... Tout à fait. C'est pas elle, mais en tout cas, elle se prépare. Oui, c'est peut-être elle qu'on voit à droite, là, oui. Sous le scaphandre. Je ne sais pas si vous le voyez, Hervé Stévenin. Non, on la voit à gauche. Elle est sur la partie gauche de l'image. Ah oui, d'accord. Donc, ce sont des images transférées par la NASA et qui sont disponibles sur le site de l'ESA en temps réel. Vous pouvez suivre la sortie extravéhiculaire. On reconnaît la position d'Anil sur la droite parce que sur les jambes, il a des bandes rouges qui sont là pour repérer ce qu'on appelle l'astronaute en sortie extravéhiculaire numéro 1, c'est-à-dire le leader, celui qui sort en premier, parce qu'Anil a déjà fait une sortie extravéhiculaire au début du mois d'août. Est-ce que vous pouvez nous parler, Hervé Stévenin, du scaphandre, enfin de l'équipement qui paraît bien lourd sur les épaules de Anil Menon et de Sophie Adno. Bien sûr, il faut parer aux températures qui sont extrêmes. Oui, alors le scaphandre, il est là pour assurer la protection de l'astronaute. C'est un petit satellite en lui-même, hein, avec tout ce qui est nécessaire pour le support vie. C'est une protection contre l'environnement thermique hostile à l'extérieur. Il est pressurisé.
pas à la pression atmosphérique de la station, il est pressurisé à 1/3 de cette pression. C'est pour ça qu'en ce moment, ce que fait Sophie et ce que font Sophie et Anil, c'est ce qu'on appelle un protocole de pré-respiration en scaphandre avec des exercices légers. De temps en temps, on les voit bouger les bras. C'est pour évacuer le reste d'azote qui est accumulé dans le sang et dans les tissus. C'est un petit peu comme un palier de plongée, de décompression pour remonter à la surface, puisque la pression est plus faible dans le scaphandre qu'elle ne l'est dans la station. Mais après, une fois à l'extérieur, comme ce scaphandre est exposé au vide, eh bien, il est gonflé comme un ballon et il crée une résistance. Et donc chaque mouvement nécessite un effort. Comme on le dit souvent, attraper un objet ou attraper une main courante, c'est comme serrer une balle de tennis. Il faut faire ça des centaines de fois pendant une sortie circulaire. Donc il faut vraiment économiser son énergie parce qu'il faut être dans l'endurance, il faut être capable de donner un effort intense pour chaque action, mais derrière avoir la possibilité de récupérer lorsqu'il y a une petite pause, de manière à tenir sur la durée de la sortie circulaire. Et puis il y a le côté psychologique, on imagine. Comment est-ce qu'on se prépare pour faire face ? Alors il y a le côté psychologique qui est au niveau des tâches à accomplir qui sont un challenge. Tout ça c'est préparé grâce à l'entraînement, donc il n'y a pas d'inconnu là-dedans. Tout est bien anticipé et bien chorégraphié. Il y a une partie d'excitation, évidemment, pour un astronaute, c'est le Graal des activités qui peuvent être effectuées. La mission spatiale, c'est déjà un rêve. La sortie extravéhiculaire, c'est le rêve dans le rêve, c'est une dimension au-dessus. Donc Sophie doit être extrêmement excitée de pouvoir sortir à l'extérieur, mais elle est dans un état de concentration important parce qu'il faut éviter de faire des erreurs, il faut s'adapter à des problèmes éventuels, il faut avoir aussi anticipé l'impression et on va dire le choc un peu émotionnel qui se produit au moment où les astronautes sortent du SAS et se retrouvent en flottaison, en apesanteur, un petit peu comme en chute libre, mais au-dessus de la Terre, à 400 km en dessous. Si c'est pendant le jour, on voit la Terre et ça peut être impressionnant. Si c'est pendant la nuit, on voit rien du tout et on sort dans un trou, comme si on sortait dans un trou obscur. Donc voilà, il y a cette partie-là où il va falloir qu'elle s'adapte un petit peu. Elle est au courant, elle a bien anticipé. Et puis, elle va aussi s'adapter à l'adaptation des mouvements, c'est-à-dire que lorsqu'elle s'entraîne en piscine, il y a une petite différence. En piscine, lorsque vous voulez bouger, bien l'eau fait créer une petite résistance. Si vous voulez arrêter un mouvement, vous vous laissez faire et l'eau va vous freiner. Dans l'espace, c'est l'inverse, en apesanteur. Vous voulez faire un mouvement, ça va être facile à déclencher, mais il va falloir plus d'énergie pour arrêter un mouvement. Donc ça, elle va le découvrir dans les 10 premières minutes, une fois qu'elle sera sortie du SAS. Et puis, je pense qu'elle ne va pas regarder la Terre tout de suite. Elle va se concentrer sur ses tâches, sur ses déplacements. Et peut-être qu'après, au bout d'une heure, quand il y aura une petite pause, elle va pouvoir contempler la Terre et profiter du spectacle fabuleux qui lui sera offert. Oui, c'est ce que disait Thomas Pesquet. Dans les premières heures, les premières minutes, on est très concentré. Et puis après, on arrive à prendre du plaisir. Oui, et puis il y a la charge de responsabilité. Ils sont tous les deux et ce sont les seuls à sortir et on ne peut pas envoyer d'autres astronautes. Ils doivent prendre soin l'un des autres. Et puis ensuite, il y a un travail, c'est complexe à faire, hein, ces antennes-là, c'est à déplacer, à installer. Il y a de multiples vis ou boulons à dévisser, à visser. Il y a des prises électriques à connecter, à déconnecter. Il y a des choses dont il faut s'assurer pour la sécurité que tout se passe bien. Donc il ne faut pas perdre d'outils. Ils vont transporter chacun un sac avec des outils à l'intérieur. Ils ont une visseuse qui est accrochée à la hanche. Voilà, il ne faut pas perdre les outils, il ne faut pas s'en mêler, il ne faut pas créer de problème. Donc c'est vraiment une concentration importante parce que il faut être opérationnel tout le long de la sortie circulaire, même quand la fatigue va commencer à se faire sentir. Vous qui êtes instructeur et responsable aussi du programme d'entraînement, comment est-ce qu'on se prépare sur Terre alors que voilà, tout est abstrait, quelles sont les qualifications finalement à décrocher ? Alors, pour un entraînement aux sorties circulaires, pour un astronaute européen, ça s'effectue en 3 phases. La première phase, c'est dès la fin de sélection, lorsque les astronautes arrivent chez nous au Centre européen des astronautes à Cologne. Il y a un programme d'entraînement de base pour les qualifiés astronautes et on inclut dans ce programme un entraînement de préfamiliarisation aux sorties circulaires
qui a été mis en place par l'ESA depuis 25 ans et qui est opérationnel depuis une vingtaine d'années. Donc Thomas Pesquet et ses collègues astronautes de l'époque ont été les premiers à expérimenter, à bénéficier de ce programme. Et ce programme qui a été développé en coopération étroite avec la NASA nous permet d'immerger les astronautes dans notre bassin avec des maquettes, comme on a la maquette du module Columbus grandeur nature, on a un sas de sortie, on a des modules de translation, et ils utilisent les outils qu'ils vont utiliser dans l'espace, et ils se familiarisent à ce qu'on appelle les règles d'engagement de la sortie extravéhiculaire. Ce sont des règles strictes et essentielles à appliquer pour être tout le temps en sécurité et pour être efficace, pour éviter de créer des problèmes qu'on va devoir passer du temps à résoudre ensuite. Une fois qu'ils ont fait cette étape, ils sont qualifiés astronautes, ils sont envoyés à la NASA pour une formation d'entraînement, de qualification pour les sorties extravéhiculaires qui va s'étaler sur plusieurs mois et qui est un entraînement avec un gros challenge parce qu'à l'issue de l'entraînement, ils sont évalués un petit peu comme des élèves avec des notes qu'on va mettre à la fin d'un examen. Et seuls les astronautes qui ont des bonnes notes et des notes excellentes ce seront ceux qui seront qualifiés pour faire une sortie extravéhiculaire. Donc Sophie a passé cet examen avec brio, de même que tous ses collègues qui ont été recrutés en même temps qu'elle, collègues astronautes de l'ESA. Et en fait, notre programme que l'on a développé et mis en place à Cologne est un programme qui leur a permis d'être en avance de phase et d'être encore plus performants lorsqu'ils ont commencé leur entraînement à Houston. Ensuite, ils attendent leur mission. Et lorsque ils sont affectés à leur mission spatiale, eh bien, la NASA définit les sorties extravéhiculaires qui seront à effectuer pendant la mission. Et de nouveau, ils s'entraînent, mais là, spécifiquement sur les activités à effectuer pendant cette mission, comme par exemple l'échange et le remplacement de cette antenne. Merci infiniment Hervé Stévenin, instructeur au centre d'entraînement des astronautes européens, responsable du programme d'entraînement de l'ESA pour les sorties extravéhiculaires en Europe. On suivra les premiers pas, même si ce ne sont pas des pas, de Sophie Adno au plus près des étoiles à partir de 14h30 à peu près. Merci encore. Retour sur Terre.